Bonsoir à tous, vous êtes bien sur le service public libre, bonne année à vous. On est ce soir pour la première émission de Minuit-1, la première de l'année 2025 et la première depuis un certain temps parce que ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait d'émission. Voilà, j'ai eu un manque de temps, j'étais occupé par d'autres affaires. Mais c'est pas grave parce que pour 2025, on va essayer de travailler encore mieux avec l'arrivée de notre amie Luna de Dystopia qui va participer à une petite chronique mensuelle. Il va parler de géopolitique et de différents points de, du monde dont on n'entend pas souvent parler, voilà, des conflits, on va dire, qui ont leur importance et dont on parle moins, qui font, on va dire, moins la une de l'actualité. Donc déjà, bah, mes salutations, Lune. Bonsoir Alias, merci de l'invitation, merci de me laisser faire cette chronique et puis bonne année, meilleurs vœux, santé et je souhaite à la France le plus de motions de censure possible. Tout à fait, bah, on en profite, oui, pour passer la bonne année à tous nos amis du chat qui nous regardent. Et voilà, même si cette émission est, vous le savez, rediffusée, hein, euh, on en profite pour vous passer quand même la bonne année. Et commencer cette bonne année de la meilleure des manières en mettant un pouce bleu sous cette vidéo, en la partageant, en commentant pour nous aider au référencement. Donc ce soir, on va faire un petit retour sur l'année 2025. Ouais, très bref. Voilà. Et après, on donnera la parole à notre ami Lune qui s'attachera à nous décortiquer un point très très compliqué donc de l'Afrique, à savoir en fait la corne de l'Afrique en fait, si j'ose dire, qui a une importance stratégique parce qu'elle constitue un détroit, elle constitue aussi un château d'eau avec notamment les sources, enfin certaines sources du Nil, et c'est un enjeu donc où se battent différentes puissances régionales, voire des puissances globales, puisqu'on a la Russie qui est présente. Donc on en discutera. Avant ça, je voulais faire un petit retour sur l'année 2024 qui vient de s'écouler, qui a été riche en événements, malheureusement, en événements géopolitiques, en conflits, beaucoup, qui a vu donc cette année la guerre en Ukraine perdurer, également la guerre à Gaza, la guerre aussi au Liban, la guerre en Syrie se terminer de la manière dont certains ne se seraient pas attendus. En tout cas, c'est terminé, on va dire une première phase de la guerre en Syrie qui est terminée, parce que on va voir que ça va certainement se poursuivre par d'autres biais. Ça continue d'ailleurs dans le nord entre les Kurdes et les factions, on va dire, soutenues par la Turquie. On a vu également le conflit au Soudan, le conflit au Sahel continuer. Voilà, différents points chauds au niveau géographique. Et donc, bon, comment tu voudrais, Lune, résumer un petit peu cette année? Quel est ton sentiment sur l'année qui s'est écoulée? Alors, riche en événements dramatiques malheureusement, mais j'ai quand même l'impression que 2024 en fait est une année de transition. 2025 risque aussi d'être une année de transition et que beaucoup de choses vont encore bouger. On n'est pas sorti en fait des conflits. J'ai pas la télé, mais j'ai vu par internet l'enthousiasme de certains journalistes de médias tels que BFM, LCI ou CNews après la chute de Bachar al-Assad. Enfin, mais ce n'est pas une fin. Là, on est quand même, juste pour ce terrain-là, on est dans la situation de la Libye après la chute de Kadhafi. Ça ne fait que commencer. Et déjà, on voit qu'il s'est produit exactement la même chose qu'à l'époque de la chute de Kadhafi. Beaucoup
une grosse couverture médiatique au moment des combats, beaucoup d'enthousiasme, d'exultation un peu indécente de la part des journalistes français après la chute de Kadhafi, comme après la chute d'Assad. Et puis ensuite, silence radio. Et pendant que les médias ne couvraient plus l'actualité du pays, la guerre continuait. Et la guerre continuait avec toutes les puissances régionales et mondiales qui venaient régler leurs comptes. Et on est en train d'assister à peu près à la même chose en Syrie. Donc, je dirais malheureusement pour le peuple syrien, une guerre s'achève, enfin un combat s'achève, mais la guerre ne s'arrête pas là. Ils vont connaître ce qu'ont connu les Libyens, c'est-à-dire le monde entier va venir chez eux et toutes les puissances vont venir en Syrie régler leurs comptes. Donc, pour la Syrie, j'ai malheureusement peu d'espoir pour le peuple syrien. Quant à l'année, de façon générale, elle confirme quelque chose, l'effacement progressif de l'Europe, les difficultés de la Russie. Je sais que, bon, peut-être que ça ne va pas faire plaisir ce que je dis, mais je me rappelle d'un café de nuit, je crois que c'était à l'été 2023, si je ne dis pas de bêtises, où il y avait l'offensive malienne contre le nord, de Bamako contre le nord, et j'avais dit que pour moi, ça n'annonçait rien de bon. Et avec le temps, ça s'est confirmé. Donc, la Russie aussi montre des limites. Et la délicate position de la Chine, qui, elle, a des grands projets commerciaux, mais sur des terrains très conflictuels, et elle doit ménager quand même à chaque fois la chèvre le chou. Et je me demande combien de temps ça peut durer. Mm. Et puis, je voudrais juste dire quand même que là, le 20 janvier 2025, va se terminer le mandat non pas de Biden, parce que je pense il était peu intéressant en géopolitique, mais de Blinken, le secrétaire d'État. Et je pense que les États-Unis, ces dernières années, n'ont pas connu de secrétaire d'État aussi, aussi intelligent et aussi vicieux. C'est quelque chose que j'avais repéré dès le début de sa prise de fonction. Il sait, pour parler trivialement, il sait foutre la merde. Voilà. Ça, c'est plutôt une bonne chose qu'il parte en espérant que son successeur soit un peu plus calme. Mm. Oui, oui, alors là, justement, il y a aussi effectivement, c'est ça, l'arrivée de Trump et de son administration. Alors, bon, là, on commence cette émission, donc hier, là où on enregistre, hier a été annoncé un cessez-le-feu à Gaza, et apparemment sous l'égide de représentants d'administration Trump qui se sont rendus en Israël pour négocier ce cessez-le-feu, en fait, pour l'imposer, a priori, moi d'après ce que j'ai lu à gauche à droite, et y compris chez des commentateurs absolument pas pro-Trump, euh, ils n'ont pu qu'admettre que c'était Trump qui avait fait pencher la balance, quoi, et qui avait imposé ce cessez-le-feu. Alors, certainement qu'il y a un intérêt aussi pour Netanyahou. Enfin, il doit y avoir un deal. Et puis, ça se fait dans un moment où, si on veut, Israël peut se permettre un cessez-le-feu maintenant qu'ils ont compris un certain nombre d'objectifs stratégiques. Voilà. Donc, notamment la décapitation du Hezbollah, même si le Hezbollah continue, hein, mais la tête, l'état-major a été quand même éliminé. La chute du régime syrien, ça aussi quand même c'est très très important, c'est un objectif stratégique très important pour Israël, parce que bon, comme on le voit sur la carte là, que je présente à l'écran, ça permet en fait d'interrompre ce corridor qui existait entre l'Iran, ici, l'Irak, la Syrie et le Liban. Voilà. Et là maintenant, le Liban se retrouve isolé, d'autant plus que
Si on zoome un petit peu, on voit ici qu'Israël a fait ses incursions donc en territoire syrien. Alors bon, il y avait déjà le plateau du Golan, ici en bleu, qui était occupé illégalement, mais ils se sont rentrés davantage en profondeur en territoire syrien. Ici aussi, mais ils se sont retirés. Mais là, on voit dans les régions, dans les localités ici, là, sur le plateau du Golan, et entre autres, ici, là, sur tout le flanc sud du mont Hermon. En fait, c'est des localités avec des populations druzes qui accueillent plutôt bien en fait les troupes israéliennes. Donc, il est probable que les Israéliens soient installés dans ce secteur pour longtemps. Et donc, c'est un intérêt stratégique parce que du coup, là, ils peuvent vraiment voir ce qui se passe en tant que Hamas et vraiment à portée à lancer un jet de pierre, quoi. Donc, ils peuvent, depuis ces hauteurs, complètement surveiller ce qui se passe côté syrien, enfin de l'autre côté de la frontière syrienne. Sans compter que maintenant, bah, ils ont quand même HTS qui a ouvertement dit qu'il n'avait aucune antipathie avec le régime israélien et qui voulait au contraire la paix. Donc ça laisse augurer que HTS fera en sorte d'interrompre, en tout cas de mettre des bâtons dans les roues euh, à tout mouvement de résistance iranien qui voudrait, entre guillemets, faire du tort à Israël, quoi. Donc notamment l'approvisionnement du Hezbollah en armes et en munitions, qui se faisait notamment par cette route, ici. Voilà. Et donc ça va être très très compliqué. Voilà. Maintenant, ça pour la partie du coup du Moyen-Orient, je pense que c'est l'événement majeur de cette année, c'est le coup qui a été porté à l'axe de la résistance et la victoire stratégique d'Israël depuis le 7 octobre. On pouvait en douter, moi-même, j'ai cru pendant un moment qu'Israël allait payer un prix très lourd de cette provocation, je sais pas. Je sais pas encore, autour du 7 octobre, il y a encore beaucoup de zones d'ombre, voilà. Mais moi, je laisse supposer qu'au minimum, le gouvernement israélien était au courant et a laissé faire. Et je pense que c'est une sorte de casus belli pour lancer la vague de violence qui s'en est suivie. Ça fait partie de la stratégie israélienne, de la stratégie de l'attention, quoi. Et bah, il se trouve qu'il ne fallait pas sous-estimer effectivement Israël et ses alliés, n'oublions pas ses alliés, notamment américains, qui ont fait ce qu'il faut pour protéger Israël. Et donc, à la fin, on ne pourra pas nier une victoire stratégique importante sur cette année 2023 pour Israël, et cette année 2024, pardon, et ça va être très très compliqué pour les Palestiniens. Alors, il y a un certain cessez-le-feu aujourd'hui à Gaza, mais dans une bande de Gaza qui est complètement rasée. Et il y a encore une occupation qui se poursuit et qui s'intensifie en Cisjordanie. C'est presque comme si le deal, c'était au final de faire une croix sur la Cisjordanie, quoi. Donc voilà, c'est l'essentiel que je pouvais dire ici pour le Moyen-Orient. Je vais Juste, Elias, permets-moi d'insister sur un fait parce que c'est très important. J'ai vu beaucoup de réactions après l'élection de Trump. Malheureusement, dans le monde arabe et dans le milieu antisioniste de façon générale, on est quand même très sensible sur le plan émotionnel et donc on ne voit pas nos pires ennemis. On ne voit pas les sionistes efficaces. Et je tiens à le marteler. Sans Blinken, tout ça n'aurait pas été possible. Et Blinken, c'est typiquement sur le plan du comportement ou de l'image médiatique, l'anti-Trump. Blinken, c'est le type qui a l'air sage, qui a l'air raisonnable,
c'est celui qui a l'air de vouloir la paix partout et il l'a, pardon, pardonne-moi du terme, mais il l'a mise à beaucoup de monde. Ouais. Et vraiment, les gens ont commencé à se réveiller à partir de l'attaque israélienne contre Gaza, où certains s'imaginaient que parce qu'il y avait une administration démocrate, parce que Blinken avait l'air sage et qu'il avait un beau brushing contrairement à Trump, ils s'imaginaient que Blinken allait faire pression sur Netanyahou. Non, 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 non. Netanyahou s'est permis d'attaquer aussi violemment Gaza. Il s'est permis d'attaquer le Liban parce qu'il savait qu'il y avait Blinken derrière. Là, il faut l'acter. Parce que je vois beaucoup de réactions émotionnelles. Dès qu'un républicain dit quelque chose, tout le monde est choqué dans les milieux antisionistes. Mais quand c'est un démocrate, bizarrement, on se dit non, mais c'est un démocrate, il a l'air un peu de gauche, peut-être qu'il sera un peu plus gentil. Non, ce sont les pires. Ce sont les pires. Et moi, j'ai une expression que je disais à des amis pour leur expliquer Blinken. Ils me disaient, est-ce que Blinken représente l'État profond? C'était leur question. Je leur dis non, Blinken, c'est l'État profond. C'est vraiment la prise en main, la prise en main des je ne sais pas comment on pourrait appeler, mais des bellicistes, la prise en main par les bellicistes de l'appareil d'État, en tout cas des affaires étrangères américaines. Et il l'a foutu. Je suis son dossier. J'ai une liste longue comme le bras de toutes les merdes qu'il a foutues. Et contrairement à Trump, c'est quelqu'un qui prend parti. C'est-à-dire que Trump dit, moi, dans ce conflit, je prends parti pour tel pays, puis ça plaît ou ça plaît pas. Les camps sont marqués. Voilà, les camps sont marqués. Pas Blinken. Pas Blinken. Blinken, il te poignarde dans le dos et il fait semblant d'appeler le SAMU. Ça, c'est très important parce qu'on va encore tomber dans les pièges. On va se faire 4 ans de Trump et les démocrates vont revenir avec un profil à la Blinken, si ce n'est Blinken qui va reprendre le secrétariat d'État. Il va faire des discours sur la paix, sur le fait qu'il faut tous vivre ensemble et tous tenir la main et danser la salsa ensemble. Et puis, derrière, en sous-main, il va armer, il va financer des groupes armés, des groupes terroristes et les Israéliens. Parce que rappelons-le, les États-Unis, parce que quand tu disais tout à l'heure, tout le monde dit que c'est sous la pression de Trump que le cessez-le-feu a été signé. Rappelons que les États-Unis ont les moyens économiques de faire plier les Israéliens. Parce que avant la guerre, et ça s'est accentué depuis la guerre, les Israéliens dépendent des dollars qui proviennent des États-Unis. Donc il n'y a qu'à couper le robinet pour les États-Unis pour arrêter au minimum les combats. Blinken ils dépendent économiquement avec de l'aide américaine, financement direct à l'État israélien, et aussi ils dépendent complètement du point de vue militaire, et on a vu, c'est-à-dire les bombes qui tombaient sur Gaza, c'était des bombes américaines. Oui, et puis la bombe qui a tué Nasrallah, il me semble que la technologie, elle est américaine. Oui, très, très certainement. Et puis de toute façon, les avions qui tirent, c'est des F-35, c'est des F-16, c'est des F-15. Donc non, il n'y a pas de sujet là-dessus. Et puis, bien évidemment, tout ça, ça s'est fait avec un tiers de la flotte américaine mobilisée tout autour d'Israël pour intercepter des missiles iraniens, des missiles yéménites et éventuellement mettre la pression sur le Hezbollah. Et d'ailleurs, c'est pour ça, hein. C'est-à-dire que le Hezbollah a voulu jouer la sagesse, pas rentrer dans une guerre totale avec Israël, était dans un piège en fait, était obligé de répondre et de montrer, d'afficher un soutien, donc en menant des escarmouches, mais dans le même temps ne voulait pas s'engager dans une guerre totale ouverte. Et donc les Israéliens en ont profité. Bon,
Voilà, donc on en reparlera éventuellement parce qu'il y a encore énormément de choses à dire. Mais je voulais juste faire encore un dernier point sur cette année 2024 sur bien évidemment la guerre en Ukraine. Donc bien évidemment, je reviendrai encore dessus lors d'une prochaine émission, je pense d'ici 2 semaines. Je ferai un point spécial parce que ça vaut le coup. Mais en tout cas, ce qui est important de noter, c'est que la Russie avance et que et que l'Ukraine manque d'hommes et de munitions, de matériel. Donc la guerre d'usure est en train de lourdement peser sur les Ukrainiens. Donc je vous présente un petit fil Twitter de Clément Molin. Moi, je vous invite à regarder un petit peu ce qu'il dit. Il fait des analyses géopolitiques très très intéressantes. Il est jeune, il est tout jeune, mais je trouve qu'il se nourrit de beaucoup de sources ouvertes, et du coup, il a une analyse assez pertinente. Et en fait, là, dans celui-ci, il fait un petit peu le rappel de la problématique de la ressource humaine en Ukraine, qui est multiple. C'est une ressource humaine qui est limitée du point de vue numéraire, du point de vue quantitatif, mais même qualitatif. Voilà. Donc, on parle des morts. Alors, voilà, les estimations basses de 100 000 morts des deux côtés, plus forcément les blessés, les disparus. Ça fait 400 000 soldats. 400 000 soldats de perte pour les Ukrainiens, c'est significatif, compte tenu de l'état de la démographie ukrainienne, avec déjà 10 millions de personnes qui ont fui l'Ukraine. On a aussi les problèmes de formation, de recrutement. Et dans tout ça, on a les problèmes aussi de choix doctrinaux des Ukrainiens qui, malgré toutes les formations autant qu'ils ont reçues, il y a encore un lourd passif soviétique dans les mentalités. Et en fait, on l'a vu avec une brigade qui a été formée là récemment en France, et dont au moins un tiers de la brigade aurait déserté. 1700 hommes sur les 4000 hommes formés. Et en fait, ils ont utilisé cette brigade, ils ont fait une brigade, donc c'est un groupement de 4000 hommes, sauf que ils les ont ensuite dispatchés sur le front et ils les ont mis aux endroits les plus chauds du front. Alors que c'est une nouvelle brigade, donc il faut la rôder, et on l'envoie pas directement faire le baptême du feu sur le front de Pokrovsk, le front le plus chaud du moment. Et en fait, c'est ça. Et beaucoup d'analystes, même ukrainiens, même des militaires ukrainiens et tout, des officiers ukrainiens, disent il y a un problème parce qu'en fait, on ferait mieux de recruter et de remplacer les pertes dans les brigades existantes, où il y a déjà des vétérans, et ces vétérans vont aider à former les nouvelles recrues et à leur faire gagner aussi euh, en, en solidité, quoi, en termes de capacité de combat, c'est-à-dire la capacité à rester au front, à entendre les bombes qui tombent, etc. C'est ça. C'est essentiellement ça, hein, la vie de soldat dans le front, surtout dans des combats de guerre de haute intensité comme ça. C'est simplement des fois être capable de rester dans la tranchée malgré les balles qui sifflent et les bombes qui tombent. Et ça s'apprend, et ça s'apprend au contact des soldats qui l'ont vécu et qui sont capables de transmettre euh, cette expérience. Expérience que n'ont pas les soldats des armées occidentales, qui n'ont jamais vécu de guerre de haute intensité. Donc même s'ils font de la formation, je veux dire, qui peut être très bien sur le papier, etc., ça remplace pas tout ça. Voilà, donc beaucoup de problèmes au niveau de l'Ukraine, et donc du coup, une Russie qui avance. Là. Je voulais vous montrer un petit peu l'état sur une carte, depuis à peu près les 6 mois où on ne s'est pas vu. Donc c'est la carte de Deep State. Et donc là, on voit les différentes avancées donc, des Ukrainiens, surtout sur le front de Pokrovsk. On voit que c'est du grignotage. Il n'y a pas d'avancée fulgurante où un jour ça prend 30 km.
c'est du grignotage et c'est épuisant pour les Ukrainiens. C'est aussi consommateur de ressources pour les Russes, mais les Russes, de la ressource, on va dire, ils en ont davantage que les Ukrainiens. Ils n'en ont pas de manière illimitée, mais ils en ont davantage. Et cet avantage, a priori, bah, il fait la différence dans une guerre de haute intensité où c'est finalement, à la fin, c'est la force de l'industrie qui gagne. Voilà. Et l'industrie européenne et occidentale, de manière générale, pour le moment, elle n'arrive pas à tenir la cadence. Voilà. Donc c'est tout ce que je pouvais dire, voilà, en gros. Après, il y a bien évidemment encore plein d'autres sujets, notamment sur le sujet de l'Asie et de la Chine. Euh, et on va voir que je pense avec l'administration Trump, peut-être qu'on verra une accalmie sur le front ukrainien, même si c'est que passager. Mais on risque de voir une intensification euh, des tensions sur la zone Pacifique. Donc, je m'arrête là. Et je passe la parole à notre camarade Lune qui va nous parler du Somaliland. Oui, merci. Donc, c'est la première chronique, comme tu l'as dit en début d'émission. Le but de cette chronique, c'est de faire des points sur la géopolitique, mais en essayant de mettre en avant le plus possible des endroits du globe qui sont peu, voire pas du tout connus. Donc j'ai choisi pour la première chronique le Somaliland. Alors, juste un tout petit instant. Ouais, désolé, je reprends. Donc, alors, le Somaliland, comme le montre la carte, en fait, c'est une partie de la Somalie. Donc, c'est intégré au territoire somalien. C'est une ancienne colonie anglaise, contrairement à l'écrasante majorité de la Somalie, qui est une ancienne colonie italienne, avec une enclave française à l'époque coloniale. Donc le Somaliland fait partie de la Somalie, mais a déclaré son indépendance de façon unilatérale en 1991. Aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de pays qui reconnaissent officiellement le Somaliland, mais il y a quand même des pays qui commercent et qui échangent sur le plan sécuritaire, diplomatique et économique avec le Somaliland. Alors, à partir du 1er janvier de 2024, donc ça fait un peu écho au début de l'émission, on faisait le point sur ce qui s'est passé l'année dernière. À partir du 1er janvier 2024, la question du Somaliland a aggravé les tensions entre la Somalie et l'Éthiopie. Des tensions qui sont quand même qui durent depuis des décennies entre les deux pays, mais là, ça les a aggravées. Pourquoi ? Parce que le 1er janvier 2024, le gouvernement d'Addis Abeba, donc en Éthiopie, a signé avec le Somaliland un accord qui porte sur la mise à disposition par le Somaliland de 20 km de côte pour 50 ans. Donc, un pays, l'Éthiopie, signe avec une partie d'un autre pays, autoproclamée indépendante, un accord sur, un accord sur la mise à disposition de côtes. Donc, c'est de facto le début d'une reconnaissance d'indépendance. Donc, pour la Somalie, c'est une attaque contre son intégrité territoriale. Donc, la Somalie a cassé cet accord le 6 janvier 2024. Les tensions sont montées. Le gouvernement de Mogadiscio, la capitale de la Somalie, a dit « Nous ne reconnaissons pas cet accord. Cet accord a été signé sans nous, dans notre dos. Et comme nous ne reconnaissons pas l'indépendance du Somaliland, si vous voulez signer un accord avec le Somaliland, il faudra passer par nous. »
Et alors là, je vais faire un petit point parce qu'il y aura une autre émission encore sur l'Éthiopie. Pourquoi l'Éthiopie signe cet accord? L'Éthiopie signe cet accord parce que l'Éthiopie, j'ai dit que le Somaliland s'est autoproclamé indépendant en 1991, mais l'Éthiopie, elle, a perdu sa façade maritime en 1993 avec l'indépendance de l'Érythrée. Donc depuis 1993, l'Éthiopie n'a plus de façade maritime. Donc l'Éthiopie ne peut plus commercer et surtout elle ne peut plus commercer, elle n'a plus l'accès direct au golfe d'Aden, ainsi qu'à la mer Rouge qui permet de commercer avec les pays du Proche et du Moyen-Orient. Donc l'Éthiopie se dit je veux être désenclavée. Pour être désenclavé par l'Érythrée, ça va être très compliqué parce qu'il y a une guerre. Il y a eu la guerre avec l'Érythrée, ils ont pris leur indépendance. Et en plus, j'ai des problèmes aux frontières avec l'Érythrée parce qu'il y a une guerre. L'Éthiopie a été en guerre civile jusqu'en 2022. Elle en sort une guerre très, très lourde contre des rebelles au Tigré. Donc, je ne peux pas passer par l'Éthiopie. Je vais passer par le Somaliland. Et en plus, ça me permet d'embêter mon rival de la région, qui est la Somalie. Au Somaliland, il y a un port très important, on le voit sur la carte, c'est le port de Berbera. C'est le port on va dire, c'est le port le plus important de Somalie, puisqu'il est dans le golfe d'Aden, très bien situé, et que le golfe d'Aden avait été décrit par les Anglais comme le Gibraltar de la mer Rouge. Donc, quand on est dans le golfe d'Aden, c'est très facile ensuite de le fermer. Il y a deux coins, en fait, on peut fermer la mer Rouge, c'est le port de Djibouti en premier lieu, et ensuite le port de Berbera, si on s'y installe bien. Donc ça, c'est la volonté de l'Éthiopie de se désenclaver, d'embêter la Somalie et de commercer, de pouvoir transporter ces marchandises jusqu'au port de Berbera et ensuite de Berbera de pouvoir les faire passer par le golfe d'Aden. Sachant qu'il y a une route dans le Somaliland qui part de la frontière éthiopienne et qui aboutit au port de Berbera. Donc ça, c'est pour un peu les rivalités régionales dans la Corne de l'Afrique. Seulement, ça serait trop simple s'il n'y avait que les puissances régionales qui s'en mêlaient. Il y a aussi un autre État qui s'en mêle, les Émirats arabes unis. Les Émirats arabes unis, depuis quelques années, financent la modernisation du port de Berbera. Avant, ils étaient surtout à Djibouti, les Émirats arabes unis, mais ils ont perdu beaucoup de territoire face aux Chinois. Notamment, j'ai noté qu'ils ont perdu la gestion d'un port de conteneurs à Doralé, donc qui a été donné la gestion a été donnée à une entreprise chinoise. Et depuis qu'ils ont perdu ce territoire, ils investissent. Il est prévu d'investir plus de 400 millions de dollars dans la modernisation du port de Berbera. Donc, s'ils ont perdu à Djibouti, ils souhaitent progressivement le reprendre à Berbera et faire concurrence au port de Djibouti. Bon, il y a encore quelques années, à mon avis, quelques décennies de travaux, parce que Djibouti, c'est vraiment le port central dans la région, mais c'est un projet émirati. Et d'ailleurs, c'est l'entreprise DP World, c'est une entreprise émiratie qui gère le port de Berbera depuis 2017. Donc les Émiratis, eux, de leur côté, poussent à la modernisation du port de Berbera et donc ont des liens avec le Somaliland. Le Somaliland qui remet en cause l'intégrité territoriale de la Somalie qui est un pays de la Ligue arabe, dont fait aussi partie les Émiratis. Pour voir que les ligues, les grandes
les grandes associations multilatérales valent pas grand-chose face aux intérêts des États. Donc là, il y a le jeu émirati. Sur ce jeu émirati sont venus les Turcs. Les Turcs, eux, ont réussi à faire signer à l'Éthiopie et à la Somalie un accord pour calmer les tensions. Les aspects techniques seront d'ailleurs discutés. L'accord a été signé en décembre 2024 et les aspects techniques vont être discutés en février 2025. Donc, la Turquie, elle, son jeu, c'est de dire à l'Éthiopie, je sais que vous avez besoin d'un accès à la mer, de dire à la Somalie, je sais que vous avez peur que le jeu de l'Éthiopie remette en cause votre intégrité territoriale. Nous, Turcs, ce qu'on propose, c'est de superviser vos relations pour que l'Éthiopie ait un accès à la mer et pour que la Somalie garde son intégrité territoriale. Ce qui ferait, si cela aboutissait, de la Turquie l'arbitre dans la région de la Corne de l'Afrique. Donc, la Turquie placerait ses pions dans le golfe d'Aden. Et d'ailleurs, petite parenthèse, comme en Libye, la Turquie joue contre les Émirats arabes unis. Il y a une vraie rivalité entre les deux nations. Donc ça, c'est le jeu turc. Donc il y a le jeu émirati d'un côté, qui mise beaucoup sur le port de Berbera, et il y a le jeu turc qui mise aussi sur le port de Berbera, mais qui veut être l'arbitre des tensions entre l'Éthiopie et la Somalie. Et en fait, c'est une façon de s'installer. Car il ne faut pas oublier quelque chose, la Turquie est véritablement, ce qu'on parle souvent de la Chine, des activités économiques chinoises, des activités militaires russes, mais la Turquie a de grosses activités militaires en Afrique et de grosses activités économiques en Afrique. Alors, les autres puissances, un peu plus en retrait, et la Chine, j'en parlais tout à l'heure, est un peu là entre la chèvre et le chou. C'est-à-dire, la Chine, elle reconnaît, comme la Russie, l'intégrité territoriale de la Somalie. Mais de l'autre côté, la Chine est proche de l'Éthiopie. C'est même la Chine, avec les Émirats arabes unis aussi, qui vont fournir les moyens à l'Éthiopie de gagner au gouvernement d'Addis Abeba de gagner sa guerre civile dans le Tigré. Donc, la Chine doit avoir de bonnes relations avec l'Éthiopie, mais dans le même temps, elle soutient l'intégrité territoriale de la Somalie. Pour l'instant, si les Turcs n'arrivent pas à mettre d'accord éthiopiens et somaliens, c'est un peu la quadrature du cercle. C'est-à-dire que si les Turcs n'arrivent pas au bout de leur démarche diplomatique, eh bien, les tensions entre l'Éthiopie et la Somalie reprendront. Sachant que l'Éthiopie a été intégrée dans les BRICS, notamment par la volonté de la Chine. La Russie, elle, reconnaît l'intégrité territoriale de la Somalie. Elle entretient des liens, comme tous les autres pays, un peu officieux avec le Somaliland, mais pour l'instant, il n'y a rien de très important. Elle est occupée un peu ailleurs. Et alors, sur la question du Somaliland, j'ai un peu oublié, il y a eu des tensions entre la Chine et le Somaliland parce que le Somaliland a noué des liens diplomatiques avec Taïwan.
Donc, ce qui n'a pas plu, aux Chinois. Et de son côté, la Somalie a été très dure vis-à-vis des Russes et de la guerre en Ukraine. Elle a condamné, elle avait voté contre, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, elle avait voté contre la Russie une fois à l'ONU, ce qui n'a pas plu aux Russes. Donc, mais ça n'a pas plu aux Russes, mais ils doivent quand même prendre en compte qu'ils ne doivent pas non plus se mettre à dos des pays aussi importants dans la Corne de l'Afrique. Voilà, c'était un peu le. Je ne sais pas si c'était clair, c'était un peu le point. Alors, oui, j'ai oublié notre puissance. Bon, les Israéliens, eux, ont des liens avec le Somaliland et l'Éthiopie. Ils ne voient pas forcément d'un mauvais œil, la désintégration territoriale de la Somalie, et ils entretiennent des liens avec l'Éthiopie, notamment sur la question de la gestion du Nil. On en reparlera dans une autre émission. Et j'ai oublié les États-Unis. Les États-Unis peuvent paraître un peu loin, mais il faut savoir quelque chose. Le Somaliland, depuis qu'il a déclaré son indépendance, donc il a sa devise, il a son parlement, il a sa monnaie. Si je ne dis pas de bêtises, je vais revérifier, ça doit être le shilling. Mais à côté de sa monnaie, au Somaliland, on utilise une autre monnaie, c'est le dollar. Et pour les gros achats, on utilise le dollar, et les commerçants du Somaliland, les grands commerçants, utilisent le dollar. Donc il y a une importance par le dollar des États-Unis dans le Somaliland. Voilà, c'était un peu le point. Je ne sais pas si c'était clair. Très bien. Mais écoute, moi je crois que c'était assez clair. Hein. C'était assez clair et très intéressant, avec effectivement une perspective que tu nous as offert sur un coin de l'Afrique qu'on connaît peu. Hein. Parce qu'en fait, il nous est très lointain. Et c'est vrai que bon, Djibouti, bon, on sait qu'il y a une base navale française, et il y a une base navale chinoise aussi maintenant, Djibouti. Mais Oui, c'est la première base militaire à l'étranger de la Chine. Historiquement, c'est celle de Djibouti. Alors, il y a tout le monde à Djibouti. C'est même une blague chez les diplomates, c'est-à-dire que vraiment, c'est le coin où on trouve absolument tout le monde. Ouais, tout à fait. Donc du coup, oui, c'était important de le faire. Et puis, en fait, l'Éthiopie aussi, on oublie, l'Éthiopie est rentrée dans les BRICS. Tout à fait. L'Éthiopie est rentrée dans les BRICS, donc c'est un endroit hyper important, la Corne de l'Afrique, puisque comme tu as dit, c'est un Gibraltar, ça ferme effectivement l'entrée de la mer Rouge et donc en fait l'entrée de la Méditerranée derrière, via le canal de Suez. Et c'est aussi une zone, c'est aussi un château d'eau, grand plateau d'Éthiopie. Oui, et c'est vrai qu'il contrôle en fait le Nil, il contrôle le flux du Nil. C'est ça. Donc voilà, moi je trouve que c'était une première émission très intéressante et qui en demande d'autres. Voilà. Mais effectivement, comme c'était la première, on va progressivement rentrer peut-être plus dans les détails. Et puis au fur et à mesure, on va bâtir, on va construire une vision. On va essayer d'éclaircir, on va dire, et de donner une vision géopolitique qui permettront aux auditeurs de faire leur propre analyse par la suite. Hein. Oui. Oui, et puis juste, puisque tu as rappelé les BRICS, lorsque l'Éthiopie rentre, il y a les Émirats arabes unis qui rentrent aussi. Et on le verra dans une prochaine émission, l'Éthiopie a de grosses tensions avec l'Égypte et ils font rentrer l'Égypte et l'Éthiopie en même temps, parce qu'ils savent que s'ils en font rentrer un et pas l'autre dans la même année, bah, les années suivantes, celui qui est rentré va mettre son veto.
Donc, il les fait rentrer en même temps. Et tout ça est chapeauté par un nouveau venu aussi, qui sont les Émirats arabes unis. Donc ça, c'est un jeu russo-chinois. Parce que, ça, on en parlera dans d'autres émissions, mais d'essayer de ménager la chèvre et le chou. Et ils ne le font pas qu'une fois. Ils essayent, au nom de l'économie, du commerce, de calmer les tensions. Et par contre, justement, c'est pour ça que j'avais beaucoup insisté sur Blinken. Blinken, lui, il a bien su mettre le feu partout. Voilà, c'était le dernier point. Je n'irai pas plus loin pour pas que ça soit pour pas que ça soit trop lourd et trop compliqué. Mais je pense que dans les émissions suivantes, on verra un peu l'autre axe de conflit de l'Éthiopie, parce que là, on a vu en fait Éthiopie, Somalie, Somaliland et un peu l'Érythrée. Je pense que dans une prochaine émission, on verra l'axe Éthiopie, Soudan, Égypte. C'est très important de voir à quel point en fait l'Éthiopie est pivot dans la région. Ouais, tout à fait. Très bien. Eh ben, écoutez les amis, je crois on va s'arrêter là-dessus. Comme j'avais dit en début d'émission, je referai une émission prochainement pour revenir plus en détail, on va dire, sur le conflit ukrainien. J'essaierai de voir avec aussi notre camarade Ismaël pour faire une émission peut-être sur la zone Pacifique, parce que notamment on avait commencé à déblayer aussi un prisme d'analyse intéressant, c'est-à-dire la géopolitique de l'intelligence artificielle, donc qui concerne essentiellement la zone Pacifique, puisque c'est la géopolitique des semi-conducteurs, et donc forcément ça tourne autour de Taïwan, Corée du Sud, Japon, États-Unis, Chine, avec quand même un acteur européen majeur qui est les Pays-Bas, qui sont les Pays-Bas. Mais voilà, donc on va essayer de refaire des émissions un petit peu plus régulièrement, parce qu'il y a énormément de choses à dire, c'est très dense. Je suis content qu'on ait fait une émission pas trop longue, et qu'on puisse du coup faire comme ça des formats digestes pour vous, mais avec quand même des informations très précieuses, je crois. Donc j'en profite pour vous demander encore une fois de partager cette vidéo, de mettre un pouce bleu et de commenter, ce qui nous aidera au référencement. Et je salue donc notre camarade Luna pour son analyse, pour sa petite chronique. Et puis je vous dis à très vite les amis. Merci, à bientôt.